Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, T'as tout senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Je vous invite à nouveau à faire un pas de côté pour la suite de ce hors-série sur l'appel de la forêt, cet événement organisé par Romain Dian au château de Millemont. Juste avant de poursuivre, je tiens à souligner que je suis personnellement sensible aux arbres, à la forêt, autant qu'au terrain d'exploration de mes deux. Ce sujet sur T'as tout senti n'est pas si éloigné du parfum, puisque d'ailleurs Dominique Roch de chez Firmenich vient de publier aux éditions Grasset Le parfum des forêts. Et d'ailleurs, si sentir c'était aussi percevoir, et si l'arbre était l'avenir de l'homme. Pour ce troisième épisode, j'accueille au micro de T'as tout senti Céline D'Artagnan et François-Marie Dru, deux des 8 invités que je connais bien. Céline est entrepreneure et chamane. Elle appartient à un clan de Satan qui est au nord de la Mongolie. Tandis que François-Marie est musicien, compositeur et musicothérapeute. Outre leur parcours bien différents, l'un œuvrant plus pour la terre et l'autre pour l'être humain, explorons ce qui les relie. La disruption, les neurosciences, la vibration, la forêt et leur regard sur la nature. Pour aller plus loin, ils ont chacun écrit un livre. Pour Céline, On voit mieux dans le noir chez Mama Édition et pour François-Marie, Tout est vibration aux éditions Le Duc. Et d'ici quelques jours, un article paraîtra sur T'as tout senti pour en savoir plus sur eux. Tous deux vont nous éclairer au travers d'un échange sur leur vision de la forêt, combien elle est indispensable autant à l'être humain qu'à la terre, le culte des arbres et beaucoup d'autres choses. Sans plus tarder, écoutons-les. Bonjour Céline. Bonjour Bettina. Pourquoi participes-tu à l'appel de la forêt? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure? Déjà, la personne qui a créé l'événement, Romain Dian, avec qui je discute effectivement depuis la sortie de son livre, Oui. Humain, Mhm. parce qu'on a pas mal de points en commun et parce que c'est aussi un entrepreneur, mais un entrepreneur effectivement qui a une certaine sensibilité et qui est en train d'ailleurs de... Je trouve que les sensibilités au sein des entrepreneurs, c'est quelque chose, c'est un nouveau sujet et qui est en train de faire son entrée petit à petit, je vois ça un peu. Oui. Et puis, le fait aussi, voilà, de mettre en avant les forêts d'une manière différente. C'est vrai que les forêts, on en a beaucoup parlé avec la sylvothérapie, puis on en a parlé avec la reforestation, ou de Mhm. reforester les forêts, ou de planter des arbres. Et je pense qu'il n'y a pas eu encore d'événements liés aux forêts et aux arbres. Alors, que représente la forêt pour toi, Céline, et pour la chamane que tu es? Plein de choses, oh mon Dieu. La forêt, déjà, elle est composée d'êtres. C'est pas seulement que des arbres. Ensuite, c'est vrai, lorsqu'on regarde les mythes cosmogoniques, donc les mythes créateurs et fondateurs, l'un des points communs, c'est qu'il y a toujours un arbre cosmique, un arbre créateur, donc qui est vraiment la base du mythe. Euh, et puis, euh, c'est- et puis les forêts, c'est vrai qu'on dit que voilà, il y a plusieurs êtres, il y a les arbres, mais il y a aussi les habitants de ces forêts. Et même si on pense que c'est silencieux, ça ne l'est pas forcément. Non, je crois pas tant que ça. As-tu une anecdote ou un souvenir dans une forêt que tu aimerais partager? Et puis, as-tu une forêt préférée? Alors, ma forêt préférée, c'est la forêt de Fontainebleau.
Oui. Je la trouve très particulière, même d'un point de vue esthétique, hein, avec ses pins, ce sable, ces rochers en plein milieu de l'Île-de-France. C'est assez inhabituel. Mhm. Deuxième raison, c'est parce qu'elle a été sauvée par d'abord les artistes de Barbizon, Mhm. ont été les premiers à vouloir la sauver. Et la deuxième, la deuxième a été George Sand, qui a fait front aussi, qui a écrit une douzaine de pages d'ailleurs pour sauver cette forêt, et qui était déjà quelqu'un qui était très engagé auprès justement de la sauvegarde de l'environnement. Mhm. Donc c'est vraiment une forêt que j'affectionne beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, les pins, les épines. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et des anecdotes en forêt, j'en ai plein parce que c'est vrai qu'en tant que chamane, je fais beaucoup de cérémonies dans des lieux comme celui-ci. Mais notamment, je pense que le plus, euh, le plus prégnant, c'est lorsque j'ai reçu mon premier costume en Mongolie. Oui. On était parti donc avec mon professeur Hang Suk dans ce qu'on appelle le bois sacré. Il y a des bois sacrés partout dans le monde, hein, pas que en Mongolie, hein, il y en a pas mal partout. Et dans ce bois, donc c'était un bois où on avait pour habitude de faire pas mal de cérémonies un peu à huis clos parce qu'il est un peu reculé, il n'y a personne qui y va. Oui. Et lorsque j'ai reçu ce costume, donc il faut savoir qu'on vient sanctuariser et ritualiser un arbre, et notre arbre avait un tronc, mais avait une racine, mais trois troncs. D'accord. Et donc, on dit souvent en Asie que les troncs comme ça, qui ont une seule souche, mais qui partent avec trois troncs, représentent le passé, le présent et le futur. D'accord. Et, j'étais en pleine incorporation et d'un coup, je suis devenue la sève de cet arbre. Et j'ai fait l'ascension de la sève et mon corps a explosé en 1000 milliards d'atomes. Mhm. Et ces 1000 milliards d'atomes ont rejoint ce que j'appelle moi le grand tout. Oui. Et le grand tout s'est mis à battre et en même temps, je me suis rassemblée en tant qu'humain. Et donc, c'est là où j'ai eu moi mon épiphanie, un moment extatique où j'ai compris que euh, tout, tout était un et que il y avait plus aucun débat, que le sacré était en chaque chose et que les arbres étaient une sorte de véhicule très particulier d'ailleurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on entend parce que tout le monde n'est pas forcément, comment dire, voilà, ne sait pas forcément. Qu'est-ce qu'un bois sacré? Alors, les bois sacrés, il en existe plein, notamment en Afrique. Ce sont des bois qui sont consacrés où vraiment on vient, on vient faire beaucoup de rites et ritualisations. Ce sont des bois qui abritent des esprits qu'on ne veut pas déranger. D'ailleurs, là, je reviens de Thaïlande, les moines font des ordinations, ce qu'on appelle, ils font des ordinations des bois et des forêts avec les villageois pour pas les toucher, D'accord. justement. Donc, et d'ailleurs, il y a un très bel article de Yale University sur la partie environnement qui a écrit un long article sur les bois sacrés à travers le monde et pourquoi justement euh, ils sont à protéger d'autant plus parce qu'il y a tout un aspect développement durable lié à ces bois sacrés. D'accord. Ok. Bah, c'est intéressant. Et alors, pour toi, quelle est la symbolique de l'arbre et quel est ton arbre totem? Alors, l'arbre que vraiment, j'en ai plein des arbres, mais quand même des essences que je préfère. Donc, c'est sûr qu'il y a le bouleau. Depuis petite, c'est vraiment un arbre que j'apprécie. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. On retrouve le bouleau dans le chanar, qui est le rituel des chamans bourriates. Mhm. J'aime aussi beaucoup le saule pleureur, magnifique, et le mélèze. C'est vraiment mes trois arbres, je crois. D'accord. Et tu peux juste nous dire un mot pourquoi? Qu'est-ce qui te touche chez chacun d'eux? Je pense que dans le sol pleureur, il y a un côté très bucolique et esthétique, le fait que je sais pas, ses longs bras traînent dans l'eau. Oui. Mhm. Il y a le fait de toucher l'eau, c'est assez beau. Et le mélèze, c'est assez particulier aussi. Après, c'est des bois, des arbres qu'on va trouver en montagne et qui sont typiques effectivement de ces régions. Et là, on est un peu plus dans une forêt tapissée, moins de bruit, je sais pas, il y a un peu plus de tension quand il y a des forêts de mélèze, je trouve. Mhm. Et le boulot? Alors que le
Le bouleau est un intercesseur chez les chamans, en Mongolie et en Buryati. C'est un intercesseur, donc c'est un bois un bois. C'est un arbre qu'on va beaucoup utiliser lors des cérémonies. Là, je ne pourrais pas dire pourquoi cette essence en particulier. Eux, ils doivent forcément avoir une raison, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'arbres en Mongolie, Non. très peu, Donc c'est précieux quand il y en a. précieux quand il y en a. Et après, la symbolique qu'a effectivement les forêts, c'est marrant parce que j'avais fait tout un discours sur le culte des arbres. Ouais. Et c'est magnifique, il y a un chapitre entier dans Le Rameau d'or de George Fraser sur le culte des arbres. Et on peut remonter, enfin, le culte des arbres a eu lieu partout dans le monde. Les arbres étaient très importants. Le moindre, la moindre personne qui enlevait une écorce était punie et bannie, voire sacrifiée. Mhm. De ce que j'ai pu lire et comprendre, c'est vrai que les arbres ont à un moment donné enfin, ont été mis à un niveau tel que on les couvrait, on leur mettait des habits. Mais dans des régions Et particulières ou un peu partout? dans, non, je pense dans la région, si je me trompe pas, Asie centrale, là où au Japon. Oui. Mhm. Et en fait, ceux qui passaient par là ne comprenant pas pourquoi on couvrait les arbres, volait les vêtements. Euh, et donc, ça a donné lieu ensuite au fait qu'on mette des bouts de tissu Oui. sur les arbres, ce qu'on retrouve en Mongolie avec les hovos, qui ont différents styles et formes, et qu'on retrouve aussi sur nos costumes. Et donc, quelque part, lorsque on fait une cérémonie en tant que chaman mongol, euh, on rejoue la création du monde, puisque l'arbre fait partie du mythe cosmogonique. Et que dans la cosmogonie, il y a toujours un début qui Mhm. était paradisiaque, un milieu dans lequel on est en plein dedans en ce moment, et il y a toujours une fin pour revenir au début paradisiaque. Et donc, on recrée effectivement à chaque fois la création du monde en rejouant des cérémonies. Donc, c'est assez intéressant. Moi, c'est en tout cas la lecture que j'en ferai de mon point de vue et à force de faire des cérémonies. Alors, sans dévoiler ta participation et ce qui va se passer, même si Romain a dit des petites choses, toi, quel est le message ou le réveil que tu aimerais impulser chez les participants, chez les gens qui vont prendre part à cet événement? Le futur sera animiste. Je pense que c'est vraiment une des clés qu'il nous faut aujourd'hui pour continuer à changer effectivement les choses. L'animisme, pour ceux qui connaissent pas très bien, c'est la mère des religions, mais ce n'est pas une religion, c'est une façon d'être au monde. Animisme vient du latin qui veut dire anima animus, qui est Mhm. le souffle de vie qu'on va retrouver du coup, en revanche, plein de religions. Mais ce souffle de vie créateur et sacré se retrouve dans les arbres, notamment les montagnes, les rivières, les animaux. Et donc, on considère que toutes les âmes sont sacrées et toutes les âmes sont interconnectées et liées. Donc, du coup, ça vient répondre à tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en termes de développement durable et de discours environnementaliste, qui est que il faut Oui. plus qu'on soit dans une ère anthropocène, mais qu'on ait voilà une ère écocène où on est au milieu de tout et pas au-dessus de tout. Et puis l'animisme, le fait effectivement de, de prendre cette posture, parce que ça demande justement de faire un pas de côté, Oui. ne demande pas aux gens d'y croire, mais c'est de faire un pas de côté et de changer de posture pour se dire qu'effectivement est lié. Et être un humain est une façon d'être. Après, il y a plein d'êtres sur Terre. Voilà. Mhm. Un être peut être un humain, mais un être peut être aussi autre chose. Est-ce que tu trouves qu'on est en bon chemin, que les choses bougent ou que c'est encore un peu timide? C'est très compliqué au vu de ce qui se passe. Je pense que le monde va se fracturer en deux. Il y aura ceux qui seront très dans la matière Oui. et qui resteront vraiment les deux pieds ancrés sur terre à vouloir vraiment protéger la terre. Et puis il y en a qui seront complètement dans la bulle qui est en train de se créer avec l'intelligence artificielle. Et je pense que le point de singularité arrivera plus vite qu'on l'imagine. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Bettina. Pourquoi est-ce que tu as
répondu à l'appel de la forêt et pourquoi tu y participes? C'est une réponse naturelle et spontanée à l'appel de Romain Dian que j'apprécie énormément et évidemment, on peut que être sensible. Je suis en tout cas très sensible à tout ce qui peut nous reconnecter, tout ce qui peut me reconnecter, tout ce qui peut nous reconnecter à la nature, aux forêts, aux arbres, aux plantes, aux énergies de guérison de la terre et qui sont extrêmement présentes dans chacune des forêts, quelles qu'elles soient. Parce que voilà, ça a été le parcours de guérison de Romain, je pense. Ça a été en partie lié aussi à travers le son, la vibration, mais donc la vibration de la nature a été très importante pour moi. Puis Romain est animé d'une très belle énergie, d'une très belle mission à travers le fait d'ouvrir les yeux des citadins à la sagesse des forêts. Voilà. Et puis aussi parce que l'effondrement écologique auquel on est en train d'assister appelle à une prise de conscience collective profonde. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de ressentir notre interconnectivité, notre interdépendance. Moi, en tant que musicien, musicothérapeute, je suis très sensible à la résonance. La résonance, c'est ce qu'il y a entre deux choses qui vibrent. Comment Tout à ça fait. résonne entre. Comment ça interagit. Et il faut comprendre que voilà, depuis déjà plein de livres qui existent depuis plusieurs années, qui ont un grand succès sur l'intelligence des arbres, la communication des plantes, la communication des arbres, on voit cette interdépendance. On pense que toutes les plantes sont en train de lutter pour elles-mêmes, pour la survie. Non, sous terre, elles se donnent, elles s'échangent toutes les ressources à travers la terre il y a comme s'il y avait dans la graine une espèce comment dire, de plan, de, de, de- oui, une espèce de conscience collective dans la graine de comment fonctionner ensemble, auquel l'être humain devrait s'inspirer. Mais voilà, mais donc la nature, c'est comme toutes les milliards de cellules du corps humain qui aspirent à notre bien-être. La nature regorge d'exemples de progrès fondé sur l'entraide et la sociabilité. Et je pense que il est important pour l'être humain Et d'aller s'immerger. d'en avoir conscience. Et puis après, tout simplement, après la poésie de la forêt, tout simplement de se balader, de ressentir les belles énergies. Il n'y a pas forcément besoin de le conscientiser ou d'essayer de comprendre toute la science qu'il y a derrière, mais tout simplement de la ressentir pour le bien-être. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir dans une forêt? Un souvenir dans une forêt. Quelle est ta forêt préférée? Tu en as une? Petit, j'habitais pas loin de Paris, donc j'étais sensible à la forêt de Boulogne. Ouais. Et après, plus tard, évidemment, il y a eu beaucoup de connexions avec l'énergie de Merlin, Mhm. euh, de Thoth, et Et Brocéliande? ce qui m'a amené évidemment à Brocéliande, à aller régulièrement à Brocéliande, Mhm. essayer de ressentir l'énergie enchantée de même si elle est bien plus petite qu'à l'époque. Voilà, j'y vais souvent voir de plusieurs chaînes. Voilà, je suis très sensible à l'énergie pas mal d'arbres, mais évidemment des chênes, des hêtres, et voilà. Et donc, Brocéliande, il faut comprendre ce que c'est que l'énergie de Merlin. Merlin, on le voit, Merlin l'Enchanteur, dans le dessin animé de Disney World, mais évidemment, la légende de Merlin, elle est associée à beaucoup d'autres mythes, comme aussi le mythe de Jésus, à l'énergie de Jésus-Christ, de la conscience christique, de Thoth, la table d'émeraude de Hermès Trismégiste, c'est-à-dire toute la descendance spirituelle de l'alchimie qui Mhm. existe après dans le monde celte, et donc qui vient de très très loin. Et donc, c'est une compréhension de la vibration, de la magie ésotérique. Plus on se connecte à la nature, plus elle se réveille en soi Tout à et fait. en toute chose. Donc, ouais. Elle est en nous. Donc, on y s'est passé beaucoup de choses. Ouais. De l'arbre, tu dis, un souvenir chamanique. Bon, en souvenir sur, pas forcément une forêt, mais d'arbres, je me souviens j'ai un souvenir d'un arbre incroyable en allant faire un voyage en Écosse, à Cavendish, dans le nord de l'Écosse, pour voir ce site de pierre qui est aussi beau
que Stonehenge, mais au nord de Mhm. l'Écosse. Et, puis sur la route, on s'était arrêté près d'une chapelle pour voir un if, l'arbre le if, IF, Ouais. n'est pas très Mhm. connu, mais c'est un arbre. Mhm. On voit très souvent dans les cimetières. C'est vraiment un arbre de vie, de mort. C'est un arbre qui peut vivre très longtemps. Et le plus vieux, et d'ailleurs c'est le plus vieil arbre d'Europe, a 6000 ans. D'accord. 1000 ans. Donc on se tient devant un être voilà, donc je suis resté des heures, je suis resté une journée avec l'arbre à méditer, et donc à comprendre que il avait déjà 4000 ans à l'époque de déjà 500 ans au milieu euh, euh, à l'époque il avait à peu près 500 ans à l'époque des pyramides. Donc c'est assez impressionnant de voir un être qui vit, qui vibre, un arbre a un champ électromagnétique, un arbre, euh, et donc de ressentir son énergie, l'esprit de l'arbre qui a voilà 6000 ans. Et je me suis senti en fait à côté très très vieux. Euh, les gens me demandaient, mais non, mais tu devrais sentir très très jeune. Bah non, je me sens très très vieux parce que 4000 ans, moi à l'époque j'en avais moins de 40. Et donc je savais que j'allais vivre, ma vie était comme quand je regarde une mouche, quoi. Et donc je veux dire le temps de vie d'une mouche. Donc je savais que je voulais mourir bien plus vite que lui, quoi. Donc si je meurs bien avant lui, c'est peut-être que je suis bien plus vieux. Donc, voilà. D'accord. Et alors, tu as parlé tout à l'heure dans tes arbres, on pourrait dire totem, tu as parlé du chêne, du hêtre. Et pourquoi cela? Alors, bon, le chêne, évidemment, quand il y a pas de discrimination, justement, j'aime bien ressortir la vibration de n'importe quelle forêt où j'ai la chance de pouvoir, que j'ai la chance de pouvoir visiter, euh, traverser, ou de n'importe quelle plante, arbre. Je travaille avec la musique des plantes, où on branche les plantes pour écouter leur musique, et on travaille avec plein de plantes différentes. Donc, il n'y a pas de discrimination, mais à titre personnel, euh, j'ai une connexion assez forte avec le chêne. Je ne sais pas si parce que dru, ça veut dire chêne justement en breton, d'où vient le mot druida. Mais c'est voilà, parce que c'est un peu l'arbre de l'équilibre. En tout cas, moi, j'ai besoin de son énergie. Il faut savoir que le chêne, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est exactement pareil avec ses racines. Ce qu'on voit à l'extérieur est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup d'arbres dont les racines sont beaucoup plus petites que ce que vous voyez à l'extérieur. Et donc, le chêne, si on pouvait le voir, c'est vraiment ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, c'est vraiment il nous permet vraiment de reconnaître l'équilibre entre ciel et terre pour plus facilement connecter à notre cœur, à notre centre, à l'équilibre de la paix de notre cœur. Et donc, euh, voilà, donc c'est vraiment un arbre qui, à ce sujet-là, moi, j'ai eu beaucoup besoin de m'enraciner, de m'ancrer, de m'aligner, et à plein de raisons. J'ai toujours besoin de le faire au quotidien. Quand on me disait ça, quand on me disait ça il y a 15-20 ans, je ne comprenais pas, comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, évidemment, après, par la respiration, la méditation, beaucoup de choses, j'ai On en fini a tous besoin, je pas pense. comprendre, mais par ressentir ce que ça veut dire. Mais voilà, sous les arbres, voilà, je me souviens être un jour aussi sous un arbre, sous un chêne, et c'est une antenne, hein, là, voilà, les arbres, ils font de la photosynthèse. Photo, c'est la lumière, synthèse, c'est matérialiser. Ils matérialisent la lumière. Et la lumière, tout ce qui est, c'est de la lumière, en fait. Et donc, l'amour et puis la conscience passent par cette lumière. Donc, il y a évidemment certaines énergies qui passent à travers l'arbre. Il y a un champ électromagnétique assez puissant. Et une fois, en me mettant sous un arbre, j'ai essayé de faire des sons. Je faisais du chant diphonique. Et d'un coup, il y a des sons très, très puissants qui commençaient à, à me traverser. Et ça, c'était sous l'arbre. Donc, je pense que c'est des antennes aussi. Donc, quand on se met sous l'antenne, on capte nous-mêmes aussi des mémoires, des capacités. Donc,
Donc voilà pourquoi j'ai à cœur d'aller visiter, connecter au chêne. Et puis après, le chêne, c'est vraiment, chez les Celtes, c'est vraiment, c'est là où les sièges, les chefs siégeaient, ils se reposaient sous les chênes. C'est vraiment un arbre d'élévation intérieure et de justice. Euh, c'est comme s'il il exprimait un petit peu la sérénité d'un père, d'un patriarche, quoi. Et puis c'est connu que le chêne, pour les druides, pour les sages, c'est l'arbre des ermites, des solitaires. Mais après, c'est l'arbre qui résiste le plus à la foudre. C'est-à-dire que quand on prend la foudre, souvent, il résiste, il survit du fait de sa profondeur de ses racines. Donc, voilà, c'est comme s'il avait une prise terre et, voilà. Et donc, il résiste à ça. Et donc, dans son énergie, dans son électromagnétisme, il faut comprendre que les plantes ont un principe actif. Si vous vous mettez sous un chêne, le chêne, bah, vous mettez des feuilles, vous les infusez, ça va vous faire dormir. Il y a des molécules qui permettent de favoriser la mélatonine, l'endormissement, mais c'est aussi dans son champ énergétique de l'arbre. Donc, même si ça infuse pas, ça infuse différemment. Donc, vous mettez sous un tilleul, vous allez vous faire une grosse sieste plus facilement que sous un autre arbre. Et sous le chêne, il y a quelque chose qui permet vraiment. En fleur de bac, le chêne, il est connu contre la fatigue. De ceux qui, pour les courageux, pour ceux qui vont un peu au bout de leur force, qui font beaucoup de choses. Et donc c'est un arbre qui me permet, moi, de dépasser un peu les situations et d'aller de l'avant. Voilà. Ouais, et après, c'est connu, hein, il peut permettre de vraiment calmer le système nerveux. Et, par exemple, on sait que le gui de chêne, il doit être cueilli à peu près 6 jours après les pleines lunes, est incroyable contre les ulcères, contre les inflammations, contre les cancers. Donc, c'est ainsi un arbre assez guérisseur. C'est pour ça que les druides Oui, c'est pas par hasard. cultivaient le gui et c'était les symboles de leur sagesse, évidemment. D'accord. Et tu as mentionné le hêtre, tu veux dire quelque chose sur le hêtre? Ah, bah, le hêtre, c'est vraiment un arbre où il faut arriver en vérité. C'est-à-dire que il demande plus, on peut plus tricher avec soi-même et les autres, ou ça nous aide, voilà, quand on s'approche de l'être, de rentrer dans notre vérité euh, spirituelle. Voilà, c'est pour ça qu'il porte bien son nom. C'est juste être, l'être. Et donc, bah, d'ailleurs, je devrais arrêter d'en parler parce que tout ça, c'est faire. Et donc, l'être nous permet juste de revenir à notre nature, notre présence, à la présence, à notre présence et à la présence, juste être. Mhm. D'accord. Euh, le petit appareil comment s'appelle-t-il, de Jean Toby, on peut le brancher sur un arbre? Non, alors c'est l'appareil le Solera Device U1 pour la musique des plantes. C'est fait pour enfin, les arbres sont des grosses plantes en fait. Sur des arbres, oui, sur un acacia petit, on peut par exemple. En fait, c'est le différentiel de potentiel électrique entre entre l'activité électrique de la racine et des feuilles. Donc, dans un arbre, le voltage est pas du tout le même, l'ampérage n'est pas du tout le même, donc il n'est pas mesurable. Il faudrait une machine bien différente. Donc, on peut pas. Tu veux dire qu'il y a certains arbres avec lesquels on peut le faire et d'autres pas? Des plus petits? Des arbres très très jeunes, des arbres en pot. Des arbres en pot, c'est possible, mais des arbres en forêt, ça va être très compliqué. D'accord, ok. Alors, pour terminer, sans dévoiler ta participation, quel est le message ou le réveil que tu aimerais impulser aux participants qui sont là? Ah, je ne sais pas s'ils viennent, ils le savent déjà. Ils ont déjà ressenti un appel, hein. Moi, j'avais un chaman il y a 15 ans qui m'avait dit, voilà, j'avais un peu les mêmes soucis que Romain à une époque, et puis donc je cherchais une solution qui tranche vraiment. Et puis il me dit, ah oui, tu veux peut-être essayer de prendre de l'ayahuasca ou des substances comme ça, mais il me dit, c'est à double tranchant. Ressens, il me disait, depuis ton corps, ressens déjà l'appel. C'est une résonance. Ce que tu cherches te cherche. Donc, plus tu fais un pas vers l'esprit de la nature, plus l'esprit de la nature fait un pas vers toi. Donc, c'est une forme de résonance. Donc, l'appel, on ne peut pas le forcer. Les gens qui viennent,
ils savent très bien pourquoi. S'ils le savent pas, intuitivement, il y a quelque chose qui résonne en eux, qui sait déjà sans vraiment savoir. Donc, je n'ai pas besoin forcément d'inciter les gens, d'inviter. Ils le savent déjà, ils le sont appelés par eux-mêmes. Mais pour le miroiter ou pour en parler gentiment, je reviendrai à ce que je disais au début sur l'importance de notre interconnectivité, de ressentir notre interconnectivité, notre interdépendance dans le bon sens du terme, du fait qu'on résonne tous et que le vivant a besoin du vivant et que voilà, faut comprendre que les arbres, enfin une forêt, voilà, c'est le pays des arbres, ok, c'est le pays de la biodiversité et que l'arbre, que les forêts ont un rôle protecteur. Donc c'est aussi, ce sont des poumons. Alors, au-delà du fait qu'ils abritent 80-90% de la Ce sont des biodiversité. poumons. Et que c'est l'habitat d'un nombre très grand d'espèces animales et végétales. Faut savoir que les forêts génèrent autour d'elles d'énormes champs électromagnétiques. Parce qu'un arbre, et voilà, il a une activité électrique, une activité électromagnétique. Il y a un magnétisme qui se dégage d'un arbre, et donc comme d'une personne. Donc après un groupe de personnes, il y a un champ magnétique d'un groupe de personnes. Et donc il y a un champ magnétique des forêts qui est extrêmement puissant. Et donc, ces champs électromagnétiques des forêts, qui sont mesurés scientifiquement, ils agissent comme un peu comme des boucliers contre les rayons du soleil, contre les ultraviolets. Et donc, ils sont donc indispensables. Voilà, sans arbres, il n'y a pas de survie de la biosphère, quoi, sur Terre. Donc voilà, après, c'est une connexion à toutes les forêts. Donc, je pense que euh, consciemment et inconsciemment, des gens comme Romain sont appelés par la conscience de certains peuples à ce que, ici en Europe, en Occident, on se réveille à la sagesse des cultures qui vivent dans les forêts, mais pas que, aux forêts elles-mêmes, parce que sans elles, on meurt tout simplement. Donc, en laissant les forêts entières, on réduit le bouclier principal qui nous protège contre les radiations provenant du soleil. Donc, sans elles, on brûle, quoi, tout simplement. Donc, il faut comprendre que les forêts sont régulateurs du climat. Et donc, si on veut vraiment le meilleur moyen de globalement agir écologiquement, alors, il y a plein de façons de le faire, mais c'est déjà par la préservation des forêts. Ok, après, il faut aller à titre personnel, faut savoir écouter, ressentir l'énergie, la vibration. Les aborigènes disaient souvent que les arbres chantent. En langage scientifique, moi qui aime bien parler des ondes et des vibrations, ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas d'émettre ce qu'on appelle des ondes scalaires. Les ondes scalaires, c'est des ondes qui ont une propriété, pas mal de propriétés thérapeutiques et qui sont caractéristiques de chaque espèce du vivant. Et donc c'est ça qu'on ressent dans les forêts, c'est-à-dire qu'il y a un chant, il y a une vibration particulière. Et si on fait des respirations, des méditations, ce qu'on va faire voilà, pendant ce week-end-là, on va connecter. Et d'un coup, au départ, la magie, il faut y croire pour la voir. Donc moi, j'allais faire beaucoup de voyages avec beaucoup d'initiations où je disais, mais bon, je sens pas grand-chose quand je touche l'arbre, je sens pas grand-chose, etc. Mais c'était mon mental qui coupait. Et à force de certaines pratiques, d'humilité et d'expérience, il y a d'un coup, on fait un pas vers et d'un coup, la forêt fait un pas vers nous. Et quand ça arrive, et c'est c'est le début de la guérison, et c'est la plus belle des initiations, c'est que c'est autant l'esprit, la nature et les esprits de la nature. Et là, c'est très, très puissant. Et donc, c'est une invitation à les connecter à ça, évidemment. Écoute, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!